C'est l'histoire d'une femme aux 1000 visages. Imaginez, une mondaine, une meurtrière condamnée, une fugitive internationale, et même une passeuse de drogue. Et tout ça commence par un crime bien sordide, dans les beaux quartiers de la Genève des années 50. Alors voilà la question qui va nous hanter pendant tout ce récit. Une saga qui s'étend sur près de 40 ans. Est-ce qu'on a affaire à un monstre, un cerveau diabolique, ou à une survivante, une femme poussée à bout? Allez, on remonte le temps. On est le 8 novembre 1957. Imaginez un quartier chic de Genève, le genre d'endroit où il ne se passe jamais rien. Sauf que cette nuit-là, le riche industriel Léo Geisser est retrouvé mort, assassiné de manière brutale, juste devant sa villa. C'est le début d'une affaire qui va faire trembler toute la Suisse. Pendant que le drame se noue, la vie continue. Regardez bien cette chronologie. D'un côté, on a Josette, la fille de la victime. À 21h, elle est dans une boîte de nuit, elle s'amuse. Et de l'autre, au même moment, son mari, Richard. Lui, il est caché dans le jardin de son beau-père. Il est armé, il attend. 2 scènes, 2 ambiances, et un rendez-vous avec la mort qui approche. Et puis, il y a cette phrase, une phrase terrible, qui tombe comme un coup près. « Je crois que j'ai tué ton père ». Voilà ce que Richard dit à Josette en entrant. À cet instant précis, tout bascule. Ils ne sont plus seulement mari et femme, ils sont complices. Et Josette, elle, devient la gardienne d'un secret épouvantable. Au début, les enquêteurs sont dans le flou. L'affaire piétine. Et puis, comme souvent dans les grandes affaires criminelles, tout tient à un détail. Un tout petit détail. L'arme du crime, c'est une sorte de matraque artisanale. La police va découvrir qu'elle a été faite avec un manche à balai scié. Le truc, c'est que le reste de ce manche à balai, il est retrouvé chez le couple Bauer. Là, c'est la preuve qu'il est cloué au mur. On arrive au procès. Richard passe aux aveux. On pourrait penser que l'affaire est pliée. Mais non, c'est là que ça devient fascinant. Parce que toute l'attention, celle des médias, du public, va se concentrer sur Josette. On ne la voit plus comme une simple complice, non. Pour tout le monde, c'est elle le cerveau, la grande manipulatrice. Et la presse se déchaîne. Regardez-moi ces titres. Le démon diabolique, l'ange noir, la poupée fatale. C'est une véritable curée médiatique. Dans le tribunal, la foule est hystérique. On réclame sa tête. Avant même le verdict des juges, l'opinion publique, elle, a déjà condamné Josette. Finalement, le verdict des juges est rendu. Pour Richard, le meurtrier, c'est 15 ans de prison. Pour Josette, reconnue complice, c'est 8 ans. C'est moins, bien sûr. Mais dans la tête des gens, ça ne change absolument rien. Pour eux, c'est elle, la vraie coupable. On pourrait croire que l'histoire se termine ici. Une condamnation, la prison. Mais en fait, c'est tout le contraire. Le premier chapitre se ferme et le plus incroyable est à venir. Tout va basculer à cause d'une seule décision. Une décision qu'elle prend en prison. Après avoir passé presque 5 ans en prison, c'est-à-dire les 2/3 de sa peine, Josette peut demander une libération anticipée. C'est la procédure normale, surtout pour une première condamnation. Logiquement, elle devrait sortir. Sauf que non. Contre toute attente, sa demande est refusée. Et là, c'est le point de rupture. Cet instant change tout. C'est un véritable déclic pour elle. Elle se dit, puisque vous ne voulez pas me laisser sortir par la grande porte, je trouverai une autre issue. À ce moment-là, la femme condamnée meurt et la fugitive naît. Et cette décision, elle va lancer l'une des plus grandes traques de l'histoire suisse. Josette Bauer entame alors un processus méticuleux pour s'effacer du monde, pour ne devenir rien de plus qu'un fantôme. Et son plan est juste incroyable. C'est digne d'un roman d'espionnage. Étape 1, s'évader, ce qu'elle fait lors d'un transfert à l'hôpital. Étape 2, changer de visage, avec une opération de chirurgie esthétique clandestine à Paris. Et enfin, l'étape 3, la plus folle, acheter l'axe de naissance d'une autre femme pour devenir Paulette Falay. C'est fait. Josette Bauer n'existe plus. Commence alors une cavale à travers le monde. D'abord Paris, puis l'Algérie, où elle se fond dans le décor en devenant monitrice d'équitation, l'Espagne ensuite. Pendant des années, elle a un coup d'avance sur toutes les polices. Mais cette liberté, elle a un prix. Pour disparaître, elle a eu besoin de l'aide du milieu. Et maintenant, elle a des dettes. Et comment rembourse-t-on ces dettes envers la pègre ? Eh bien, on travaille pour elle. Josette est forcée de changer de carrière. De fugitive, elle devient passeuse de drogue. Et pas pour n'importe qui, pour la French Connection, le plus grand réseau de l'époque. Le jeu du chat et de la souris s'arrête brutalement, à Miami, en 1967. Les douaniers l'arrêtent, elle et un complice, avec une valise. Et dans la valise, 13 kilos d'héroïne pure. Une quantité absolument énorme, qui vaut des millions. C'est la fin de la cavale. Et c'est là que la science reprend ses droits. On peut changer son visage, on peut changer son nom, mais il y a une chose qu'on ne peut pas changer, ses empreintes digitales. Ces empreintes sont envoyées à Interpol. Et le verdict est immédiat. Paulette Falay n'existe pas. La femme qu'ils tiennent, c'est Josette Bauer.
Le passé vient de la rattraper de plein fouet. Bon, là, elle risque très gros, des dizaines d'années de prison aux États-Unis. Alors elle négocie. Elle passe un accord avec la justice américaine, elle accepte de témoigner contre la French Connection. Mais on va voir que cette nouvelle alliance est, disons, très fragile. L'accord est clair. Elle balance ses complices et en échange, elle prend une peine plus courte, 7 ans. Et surtout, les Américains promettent de ne pas l'extrader vers la Suisse. Le problème, c'est qu'elle sent que la promesse ne sera pas tenue. Elle sent la trahison. Alors que fait-elle? Eh bien ce qu'elle fait de mieux. Elle s'évade. Encore, mais cette fois-ci, d'une prison américaine. Et elle réussit. Elle disparaît à nouveau des radars. Pendant plus de 10 ans, elle mène une vie tranquille, presque normale, au Nouveau-Mexique comme dresseuse de chevaux. 12 ans de liberté. Et puis, l'erreur. L'unique erreur. Une seule lettre envoyée à sa mère. La police l'intercepte. Et voilà, la traque est terminée. Au fond, toute cette vie de fuite, de prison et de liberté volée, elle l'a peut-être résumée elle-même dans cette phrase. 1 million de dollars ne valent pas un jour de prison, ni un jour de liberté. Tout est dit. Alors, on en revient à notre question de départ. Après toute cette histoire, qui était vraiment Josette Bauer? Était-ce une manipulatrice de sang-froid, un cerveau diabolique, comme disaient les journaux, ou était-ce une femme qui, se sentant injustement traitée par la justice, a décidé de vivre selon ses propres règles, quitte à basculer dans le crime? La réponse n'est peut-être pas si simple.